Alors, en période de Covid, tout le monde se transforme en épidémiologiste. En période de Coupe du Monde de foot, tout le monde se transforme en commentateur sportif. Pareil, pendant Roland-Garros. Et ben, avec ce livre, tu vas te transformer en économiste. Parce que Freakonomics, c'est un livre qui m'a été conseillé par mon professeur d'économie Dominique Henriet à Centrale Marseille. C'était le professeur de finance et je t'avoue qu'à l'école, j'étais très mauvais en comptabilité. Mais en finance, j'étais un peu meilleur. Je suis désolé, aujourd'hui, j'ai la voix un peu cassée. Alors, je vais essayer de parler doucement pour que tu puisses tout comprendre. Donc, aujourd'hui, un livre qui va te faire aimer l'économie. Pourquoi? Parce que Freakonomics, comme son nom l'indique, Freak Economics, donc en gros l'économie frauduleuse en anglais ou saugrenue. L'idée c'est d'avoir une économie un petit peu sur la vie quotidienne, sur des faits qui vont te toucher, de travailler un petit peu différemment de d'habitude. Et du coup les deux auteurs qui sont des économistes américains, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont tout simplement décortiquer des événements et essayer d'en trouver des corrélations et te montrer qu'en fait tous les principes que tu vas pouvoir découvrir en économie s'appliquent sur différents éléments. Alors, sur Amazon, qu'est-ce qu'on en pense? D'abord, il y a des tas de gens qui ont été extrêmement intéressés parce que justement, c'était une porte d'entrée sur l'économie, que ça donne envie d'en savoir plus, ça donne envie de creuser. Donc c'est une approche assez atypique, puisque par exemple, dans un chapitre, on va étudier, on va comparer l'économie des gangs de dealers de drogue avec du coup une entreprise et voilà, montrer à quel point ce phénomène capitalistique il peut s'approcher d'une entreprise. Donc c'est très très bien pour les débutants, c'est ce qu'on dit sur Amazon. Après, il y a des tas de gens qui n'ont pas aimé l'aspect sensationnel et l'aspect anecdote, parce que du coup, il y a tellement d'anecdotes dans le livre que ça en devient trop spécifique et que du coup, en fait, d'une anecdote, tu peux tirer une règle générale et c'est ça le problème, c'est que justement, ça crée pas forcément, ça amène forcément de la spéculation et il y a des moments où justement l'économiste se distingue et on voit plutôt un sociologue. Alors là, je rentre un peu dans le détail parce que pour être transparent, j'ai regardé quelques résumés un peu d'experts en économie qui commentaient ce livre et voilà. Alors on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail des chapitres et puis voilà. Donc le premier chapitre s'intitule Tricher n'est pas jouer. Là ici, ce qu'on va voir, c'est un peu des phénomènes d'incitation. Un phénomène d'incitation, c'est par exemple des parents qui arrivent systématiquement en retard à la garderie. Qu'est-ce qu'on met en place comme phénomène d'incitation? On leur dit tu vas payer 3 dollars si tu es en retard. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, les gens préfèrent payer 3 dollars. Et ça y est, ils ont acheté le droit d'être en retard. Et donc c'est acceptable dans la société puisqu'ils vont payer leurs 3 dollars plutôt que d'arriver en retard dans le système d'avant où il n'y avait pas cette incitation de 3 dollars et où quelque part tu devais assumer devant tout le monde le fait d'être en retard et le fait de foutre le bordel dans la classe puisque la prof doit t'attendre ou tu infliges quelque part une honte à ton enfant de devoir arriver en retard. Bref, donc ça on se rend bien compte, c'est une incitation inversée. On voulait inciter les gens à arriver à l'heure et finalement ça les pousse à arriver davantage en retard. Ensuite, le chapitre numéro 2, c'est sur la guerre de l'information ou guerre d'information au sens où il n'y a pas d'information. Donc là, on est plutôt sur la notion d'asymétrie de l'information. Et puis l'exemple, les exemples là, ça va être notamment avec les agents immobiliers qui, sous couvert d'expertise, eux en fait, on se rend compte que quand on regarde les statistiques, ils vendent 3% plus cher leur maison que les maisons qui sont censées vendre pour leurs clients. Donc ça, c'est des études qui sont prouvées aux États-Unis, notamment avec la notion de signal. Ils vont tout simplement, en gros, renommer leur appartement d'une meilleure manière, d'une manière plus valorisante, qui fait qu'à la fin, du coup, il y a un premium. C'est sûr que si par exemple, je te dis appartement 3 pièces, ça fait moins rêver que un loft dans Paris près de la Tour Eiffel. Et donc, les agents immobiliers, eux, ils vont avoir ce savoir-faire d'avoir une capacité de vendre une expérience plutôt qu'un bien froid. Et voilà. Donc ça, c'est la notion d'asymétrie de l'information. Ensuite, on a le chapitre 3. Alors, c'est le chapitre phare, ce chapitre 3, pourquoi les dealers vivent-ils encore
chez leur maman, parce qu'il va décortiquer l'économie d'un gang de dealers. Notamment, je crois qu'il va reprendre en gros des livres de contes, il va analyser tout ça, et il va se rendre compte qu'en fait, les dealers sont donc les chefs, on va dire les leaders les gangs. Les leaders de gangs souvent sont ceux qui gagnent le plus et eux ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de guerre entre gangs parce que ça fait peur en gros aux clients. Et ce qu'il va montrer dans le chapitre, c'est qu'en fait les gens qui sont dans des positions intermédiaires, ils vont être assez pauvres et ils vont devoir vivre chez leur maman parce que justement, s'ils veulent quelque part s'émanciper, ils vont devoir prendre des risques, ils vont devoir essayer de tuer la personne au-dessus. Et du coup, bah, ce climat de violence, ça amène que soit tu restes chez toi quelque part et tu fais ton petit travail de dealer sans provoquer de guerre, soit ton taux de mortalité et ta durée de vie quelque part diminue. Ce chapitre, il est intéressant parce qu'il va comparer différents salaires. Donc pour nous, active workers, c'est plutôt intéressant. On se rend compte par exemple qu'un architecte touche autant qu'une prostituée. Bref, donc il fait un petit peu polémique forcément parce que là, on fait de l'économie sur des choses qui ne sont pas très politiquement correctes. Ensuite, on a le chapitre 4 qui lui aussi a fait couler beaucoup d'encre puisque il explique que dans les années 90, on s'est rendu compte qu'on avait une baisse inattendue de la criminalité et que les politiciens ont expliqué de plein de manières différentes une amélioration de la police, des politiques en faveur du coup d'une baisse de la criminalité, du contrôle des armes, etc., etc. Et ce que l'auteur va montrer, c'est que la meilleure corrélation qu'on peut trouver, c'est en fait l'arrivée de l'avortement et qu'en fait le fait d'avoir l'avortement 20 ans plus tôt, et ben tout simplement des mamans qui étaient dans des conditions difficiles et qui étaient obligées quelque part d'avoir des enfants, et ben là elles avaient le choix d'avorter et du coup bah, en gros on se rend compte qu'il y a, enfin en tout cas c'est ce dont il se rend compte, c'est qu'il y a tout un tas de criminels qui n'ont pas pu voir le jour dans des populations qui étaient moins riches et donc qui avaient plus tendance à produire des criminels entre guillemets. Donc forcément ça pose un peu la polémique. Bref, mais ce qui est intéressant, c'est ne serait-ce de se poser cette question-là, de se dire finalement, quand on nous présente des faits et quand les politiciens viennent nous dire, voilà, regardez le résultat de ma politique, finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres, est-ce qu'il n'y a pas d'autres corrélations qu'on peut faire et qui peuvent amener à des conclusions? Et puis enfin, le chapitre 5, qu'est-ce qu'un parent idéal? Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir en fait... les auteurs vont s'attaquer aux parents obsessionnels, ces parents qui veulent absolument avoir un impact sur leurs enfants. Et pareil, là aussi, il y a une grosse polémique, puisque les auteurs ils mettent en avant le fait que 50% en gros de la personnalité des enfants est due à la génétique, notamment avec des études sur des jumeaux qui développent potentiellement des mêmes comportements alors qu'ils sont dans des familles différentes. Et puis aussi des enfants dans des familles d'accueil quand ils sont adoptés, qui vont développer des comportements complètement différents de leurs parents adoptifs. Donc là encore, ça peut faire polémique, mais c'est ce que les auteurs avancent. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ensuite, pas mal d'études aussi sur l'éducation, sur différents types d'écoles, sur par exemple des tentatives à Chicago de faire en sorte que, en gros, on ait une bourse pour des populations plutôt défavorisées, pour qu'elles puissent aller dans des écoles plus favorisées. Et ce dont on se rend compte, c'est que en fait, ces populations-là, elles réussissent pas forcément mieux dans des meilleurs établissements. Donc voilà, voilà, je vais assez vite, mais ce qui est intéressant, c'est simplement la manière de se poser des questions sur ce type de chapitres. Et puis le dernier chapitre, peut-on s'appeler loser et réussir sa vie? Là, l'auteur, il s'intéresse tout simplement à la corrélation entre les prénoms et la réussite. Donc là encore, on a des comparaisons un petit peu rapides sur les blancs, les noirs, sur le fait que les prénoms noirs notamment font office d'une discrimination sur les CV. Et donc, voilà, il montre que c'est possible de corréler potentiellement le prénom à la réussite scolaire. Et donc voilà, c'est un peu délicat. Donc la difficulté de ce livre-là, c'est que justement, en fait, on a des raccourcis un peu rapides sur parfois des anecdotes. Et tout simplement, en fait, les auteurs, ils vont par moment aller sur des études sociologiques, des études psychologiques qui ne sont plus de l'économie pure et dure et qui vont de l'ordre de la conclusion sur des anecdotes qui peuvent mener à la polémique. En tout cas, ça reste un livre assez intéressant
pour comment dire, se donner le goût un peu de l'économie et des corrélations et essayer un peu de se questionner sur le monde qui nous entoure. Maintenant, voilà, c'est un livre qui peut poser polémique, ça je ne le renie pas du tout. En tout cas, moi c'est un livre qui à l'époque m'a pas mal stimulé là-dessus et donc je te le recommande en tant qu'active worker pour que tu sois moins biaisé, pour que tu puisses challenger davantage ton agent immobilier si tu dois acheter ou vendre un appartement. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et puis aller voir en commentaire, en description si tu veux voir les autres résumés dans le Google Doc qui permettra de faire cela. Moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.